Donc, vous confirmez, là, vous voyez toujours la diapositive? Oui, professeur. D'accord, ok. Donc, il est 15 heures. On va démarrer les enseignements. D'accord? Donc, nous allons voir cet après-midi la pathologie tumorale gastrique. Nous verrons la pathologie du côlon, la pathologie du foie et, si le temps nous le permet, on verra la pathologie proctologique. Et ces enseignements se feront sur 3 heures. Dans les objectifs pour cette leçon concernant la pathologie tumorale gastrique, c'est de citer 5 facteurs favorisant des cancers gastriques, décrire 3 aspects macroscopiques des adénocarcinomes gastriques et citer 5 types histologiques des cancers. Donc, quand on parle de tumeur gastrique, c'est une entité en fait qui va regrouper à la fois les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Donc, nous allons commencer par les tumeurs bénignes. Donc, les tumeurs bénignes, elles représentent 5 à 10% de toutes les tumeurs gastriques. Elles surviennent dans les 2 sexes, tous les âges sont concernés. Elles peuvent survenir à n'importe quel point de l'estomac avec une prédilection, surtout au niveau de la région antrale. Donc, les tumeurs bénignes peuvent se développer à partir de l'épithélium. On parle de tumeurs bénignes épithéliales ou bien à partir du tissu conjonctif. Là, on parlera de tumeurs bénignes mésenchymateuses. Donc, sur le plan macroscopique, les tumeurs bénignes se présentent également sous forme de polypes. Le polype, c'est un thème qui est assez global, qui définit toute formation qui fait saillir dans la lumière. Maintenant, sur le plan macroscopique, le polype peut être sessile, c'est-à-dire avec une base d'implantation large. Le polype peut être pédiculé, avec une base d'implantation étroite, ou bien alors il peut s'agir d'un polype plan. Un polype plan, c'est un polype, c'est une toute petite surélévation. Donc, c'est un polype qui est à peine surélevé. Maintenant, sur le plan microscopique, les polypes gastriques peuvent être non tumoraux ou tumoraux. Dans cet après-midi, nous ne parlerons que des polypes tumoraux. D'accord? Parmi les polypes non tumoraux, nous avons les polypes inflammatoires, nous avons les polypes hyperplasiques, etc. Donc là, nous parlerons que des polypes tumoraux, puisque nous sommes dans le chapitre tumeurs gastriques. Donc voici sur cette image un polype gastrique. Donc, vous avez ici un polype gastrique qui est pédiculé. Donc, vous voyez que on a une base d'implantation qui est étroite et la tête du polype est reliée ici à la queue du polype par, par, par une grande quantité en fait de tissu. Voilà. D'accord. Dans les polypes sessiles, vous voyez que la base d'implantation est large. D'accord? On revient au polype blanc. Donc, on a l'impression qu'on a un cordon quand même entre la tête du polype, parce que la tête est appliquée sur la muqueuse. Donc, on a l'impression qu'on a un cordon entre la tête du polype et la queue du polype. Par contre, dans les polypes sessiles, vous avez ici une base d'implantation qui est large. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, les polypes au niveau gastrique peuvent être non néoplasiques ou néoplasiques. Donc là, nous parlerons des polypes néoplasiques. Ils sont dominés par les adénomes. On parle également de polypes adénomateux. Donc, sur le plan microscopique, ce polype adénomateux va se caractériser par une prolifération des tubes glandulaires. Donc, ce qu'il faut retenir dans les polypes adénomateux, c'est que l'adénome est déjà une lésion précancéreuse. Donc, forcément, on doit rechercher des lésions de dysplasie au niveau de l'adénome et
typer cette dysplasie. Est-ce qu'il s'agit d'une dysplasie de bas grade ou bien une dysplasie de haut grade? Le risque de transformation maligne augmente si ce polype est supérieur à 2 cm ou lorsqu'il s'agit d'un adénome plat. Donc, l'adénome est déjà une lésion prénéoplasique. Il faut pouvoir typer, rechercher ces lésions dysplasiques et les classer. Dans cette image, nous avons le polype adénomateux. Donc, vous voyez la formation polypoïde qui est là. Donc, vous avez ici la tête du polype. Là, vous avez la queue du polype. Et vous avez cette prolifération glandulaire au niveau du polype. Donc, c'est ce qui caractérise l'adénome tubuleux qui est le plus fréquent. À côté de cette tumeur bénigne conjonctive, épithéliale, on a les tumeurs bénignes conjonctives. Elles restent souvent latentes, intraépithéliales. Elles sont de plusieurs types. Il peut s'agir de lipomes, d'angiomes, de fibromes, de léomyomes ou bien de schwannomes. Maintenant, concernant les tumeurs malignes. Les tumeurs malignes gastriques peuvent être primitives ou secondaires. Primitive, ça veut dire que ce sont des tumeurs qui vont se développer à partir de l'organe même. Donc ici, il s'agit de l'estomac. Et secondaire, ça veut dire que elles sont le résultat de la métastase d'une tumeur, soit du voisinage ou bien ou d'une tumeur qui est située à distance de l'estomac. Dans les cancers gastriques primitifs, c'est-à-dire ceux qui naissent même au niveau de l'estomac, constituent un véritable problème de santé publique parce que ces cancers vont occuper le 4e rang après le cancer du poumon, du sein et colorectal, et ceci sur le plan mondial. Et ces cancers constituent la 2e cause de mortalité par cancer. Il faut le dire, ce sont des cancers qui sont de découverte le plus souvent tardif, dont le pronostic est mauvais, avec 10 à 20% de survie à 5 ans. Donc, sur le plan mondial, la répartition des cancers gastriques est assez inégale. Donc, on a des zones de forte prévalence au niveau du Japon, au niveau du Chili, du Costa Rica, de l'Europe de l'Est. L'Afrique, dans l'Afrique subsaharienne, fait partie des zones de faible prévalence. Mais le problème de ces zones, au niveau des zones de faible prévalence, on a des taux de mortalité qui sont très élevés, surtout en Afrique, parce que les découvertes sont le plus souvent tardives, avec des métastases fréquentes au moment du diagnostic. Et les sites les plus fréquemment touchés sont les ganglions supraclaviculaires, les ganglions périombilicaux, les ovaires et les ganglions axillaires gauche. Ça, je suis en train de parler ici des métastases qui sont le plus souvent rencontrées. Donc, les facteurs favorisants de ces cancers gastriques ont été identifiés. Le premier facteur favorisant, c'est l'alimentation. Donc, une consommation élevée d'aliments salés, d'aliments fumés, favorise la survenue de ces cancers gastriques. Et ceci a été prouvé dans des pays comme le Japon, qui consommaient beaucoup d'aliments salés, beaucoup d'aliments fumés, et ils s'étaient retrouvés avec des taux très importants de cancer gastrique. Et par la suite, ils ont revu leurs habitudes alimentaires, ce qui a permis de diminuer de façon drastique l'incidence de ces cancers. Il faut également avoir une alimentation qui est équilibrée, donc riche en fruits et légumes, et ceci va permettre de se protéger en fait contre tout type de cancer, pas seulement les cancers gastriques. Donc, le tabagisme a également été évoqué comme cause à la survenue de ces cancers. Nous avons parlé hier de la gastrite à Helicobacter pylori qui constitue un facteur de risque de survenue du cancer. C'est pour ça qu'on est même impressionné de voir que les taux en Afrique sont faibles. Pourtant, en Afrique, l'infection à Helicobacter pylori, la gastrite à Helicobacter pylori est très fréquente. Mais comme on n'a pas
de réels registres de cancer dans notre pays, on ne peut pas vraiment évaluer l'impact de ces gastrites à Helicobacter pylori sur la survenue des cancers. Des facteurs héréditaires ont été également mis en évidence, notamment la mutation du gène CDH1 qui est transmise de façon autosomique dominante, ou bien des mutations de gène APC ont été retrouvées chez des familles qui présentent des cancers gastriques. Et également, le groupe sanguin A constitue un facteur de risque dont les individus appartenant à ce groupe sanguin-là ont une tendance à développer plus le cancer gastrique que les autres groupes. On avait également parlé des conditions précancéreuses qui sont des états cliniques qui sont associés au risque de survenue de cancer, l'anémie de Birmer, la gastrite atrophique, la métaplasie intestinale, la maladie de Ménétrier, la gastrectomie partielle ou bien les adénomes gastriques. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, l'adénome est déjà une lésion prénéoplasique qui doit être surveillée. Sinon, on peut avoir un risque d'évolution du cancer, surtout lorsqu'il s'agit d'adénome gastrique avec dysplasie de haut grade. Dans les principales tumeurs malignes de l'estomac, ce sont les adénocarcinomes de l'estomac, les lymphomes, les tumeurs stromales gastro-intestinales et les tumeurs neuroendocrines. Donc, sur le plan macroscopique, déjà l'adénocarcinome de l'estomac, c'est le type histologique le plus fréquent. Il représente 90% des cancers gastriques. Donc, sur le plan macroscopique, comme je vous l'ai dit, les lésions siègent essentiellement au niveau de l'antre, dans 60% des cas, mais tous les segments de l'estomac peuvent être intéressés. Donc, on peut avoir des localisations au niveau de la petite courbure, au niveau de la grande courbure. Les faces antérieures et postérieures sont surtout atteintes par extension d'un cancer siégeant sur une courbure. Donc, selon le siège, on distingue deux types d'adénocarcinome gastrique qui sont distingués selon leur localisation, dans l'adénocarcinome du cardia. Ce type histologique est surtout favorisé par le reflux gastro-œsophagien. Donc, le reflux gastro-œsophagien, je vous le rappelle, c'est la remontée, c'est une irritation en fait qui sera produite par la remontée de l'acidité gastrique au niveau de l'œsophage. Ceci est dû à une anomalie de fermeture du sphincter œsophagien inférieur. Dans le reflux gastro-œsophagien a une conséquence, elle peut être à l'origine de l'œsophage de Barrett, et sur cet œsophage de Barrett-là peut se développer un adénocarcinome du cardia. L'autre localisation, c'est les adénocarcinomes de l'estomac distal, puisque les adénocarcinomes gastriques siègent le plus souvent au niveau de la région anthropylorique. Et ce type d'adénocarcinomes-là sont surtout liés à l'infection à Helicobacter pylori. Donc, sur le plan macroscopique, l'adénocarcinome gastrique va se présenter sous plusieurs aspects. On a la forme ulcéreuse, qui peut prendre plusieurs aspects. Dans le cancer en lobule d'oreille se présente sous forme d'une ulcération, mais prend un aspect en fait ulcéro-végétant. Donc, c'est une tumeur qui est extensive, qui est largement infiltrante, ulcérée en son centre, et elle est bordée. Donc, c'est une perte de substance, en fait, qui sera bordée par un bourrelet irrégulier qui est formé par la convergence et la fusion des plis renflés en massue. À côté de cet aspect en lobule d'oreille, qui est la forme la plus fréquente, on peut avoir un cancer ulcériforme, donc qui va se présenter sur le plan macroscopique par une ulcération à fort irrégulier et bourgeonnant qui est bordé par un bourrelet discret. Donc, on peut également avoir le cancer muco-érosif, dont l'érosion, c'est une perte de substance qui est assez superficielle, mais à contour irrégulier.
Donc, à côté de ces formes ulcéreuses, nous avons les formes végétantes. Il faut dire que ces formes végétantes sont rarement pures. Donc, elles vont se présenter sous forme de masse végétante, arrondie ou polylobée. Parfois, elles prennent un aspect ulcéro-végétant en chou-fleur, à contours irréguliers. On va retrouver des foyers de nécrose, d'hémorragie et d'ulcération. Et enfin, nous avons la forme infiltrante que nous avons eu l'occasion de voir au cours du TP en L3. C'est une lésion qui est rare, dont l'ensemble de l'estomac est épaissi et rigide. C'est une lésion qui siège le plus souvent au niveau de la région anthropylorique et qui va s'étendre le long des parois et des courbures. Dans le type même de cette forme infiltrante, c'est la linite plastique ou linite gastrique que vous avez eu l'occasion de voir en cours de TP l'année dernière. Donc, la linite plastique va se présenter sous forme d'une rétraction de l'estomac, dont un petit estomac à la forme qui reste conservée, mais avec des parois qui sont rigides. Donc, on a un épaississement pariétal qui est d'aspect fibreux, qui va prédominer en coupe dans la sous-muqueuse, et les plis muqueux sont partiellement perdus. Donc, je vous remontre encore cette image-là que vous avez vue, mais ici, la pièce opératoire, elle n'a pas été encore fixée dans le formol. Donc, vous voyez ici cet épaississement pariétal. Déjà, ici, il s'agit d'une pièce de gastrectomie partielle, dont l'estomac n'a pas été pris ici dans sa totalité. C'est une pièce de gastrectomie partielle, dont on voit ici les plis muqueux gastriques à la partie supérieure. Et là, à la partie inférieure, vous avez des plis qui ont complètement disparu. Et ceci va s'associer à un épaississement pariétal au niveau de la zone lésée, qui est à comparer avec cet amincissement pariétal qu'on voit au niveau de la zone saine. Donc, parmi les objectifs pédagogiques, vous aviez pour objectif de citer au moins 5 types de cancer gastrique. Donc, on a parlé ici de l'adénocarcinome de l'estomac. Il existe des variantes de l'adénocarcinome de l'estomac. Donc, l'adénocarcinome peut être tubulaire, peut être papillaire, mucineux, à cellules indépendantes, adénosquameux, il peut s'agir d'un carcinome épidermoïde, carcinome indifférencié, carcinome neuro-endocrin. Donc, nous avons choisi de décrire l'adénocarcinome gastrique de type intestinal qui correspond à l'adénocarcinome tubulaire, qui est le type histologique qui est le plus fréquent. Donc, sur le plan macroscopique, les adénocarcinomes de type intestinal vont se présenter sous forme de masse exophytique ou bien peuvent être ulcérés. Et sur le plan microscopique, les cellules glandulaires vont s'organiser en tubes constitués de cellules atypiques basophiles. Ces cellules néoplasiques sont cohésives et peuvent contenir des vacuoles apicales de mucine. La mucine abondante peut également être présente dans la lumière de la glande. Il est important de préciser également le degré de différenciation parce que plus une tumeur est bien différenciée, mais le pronostic est. Donc, on dira que l'adénocarcinome est bien différencié lorsqu'on va retrouver dans la prolifération tumorale au moins 90% des structures glandulaires. Et on dira que l'adénocarcinome est moyennement différencié si on retrouve au sein de la prolifération tumorale 50 à 90% de structures glandulaires. Parce que les aspects peuvent être variés. Donc, on peut retrouver dans la prolifération tumorale des tubes, des massifs, des cordons. Donc, la différenciation est liée à la présence de tubes. Donc, le tube rappelle la présence de tubes, en fait, va rappeler la structure histologique normale de l'estomac. Donc, plus une tumeur présente des aspects qui se rapprochent de la structure histologique normale, plus elle est différenciée.
D'accord? Dans les formes moyennement différenciées, vous avez des tubes, mais vous pouvez aussi avoir des travées, des cordons, des massifs. Mais vous aurez entre 50 à 90% de structures tubulaires au sein de la prolifération tumorale. Et dans les formes peu différenciées, vous avez moins de 50% de structures glandulaires. Donc, vous avez ici une muqueuse gastrique de type antral. Donc, vous avez ici à gauche le tissu glandulaire qui est normal, qui est constitué de tubes glandulaires qui sont tapissés par un épithélium de type muqueux. Et là, à droite, vous voyez que l'aspect des tubes est beaucoup plus foncé. D'accord? Donc, vous avez un aspect basophile de ces tubes, une disposition anarchique de ces tubes. Donc, ici, nous avons la zone tumorale maligne. Donc, il s'agit ici d'un adénocarcinome gastrique de type intestinal qui est encore appelé adénocarcinome gastrique tubulaire. Et c'est un adénocarcinome qui est bien différencié parce que vous voyez que cette prolifération tumorale est constituée de tubes, uniquement de tubes. On reconnaît bien ces tubes avec la lumière centrale qui apparaissent ici claires. Bon, les autres tumeurs malignes sont représentées par le carcinoïde, donc ce sont des tumeurs endocrines. C'est une tumeur maligne qui va se présenter sous forme d'amas de cellules à noyau ovalaire régulier avec un cytoplasme qui est peu abondant. Bon, l'immunohistochimie va permettre de confirmer le diagnostic en montrant une expression par les cellules tumorales des marqueurs neurologiques, donc ça peut être la chromogranine, la synaptophysine ou bien la neurone spécifique NOLAS qu'on appelle encore NSE. Les tumeurs au niveau de l'estomac peuvent se développer à partir du tissu mésenchymateux présent au niveau de la paroi. Il peut donner lieu à des fibrosarcomes, des schwannomes malins, des sarcomes de Kaposi ou bien des léomyosarcomes. Les lymphomes gastriques également peuvent être mises en évidence au niveau de l'estomac. Il peut s'agir du lymphome de Malte qui est associé à l'infection à Helicobacter pylori, le lymphome de Burkitt ou bien le lymphome B diffus à grande cellule. On peut également retrouver le lymphome T. Dans d'autres tumeurs malignes qu'on peut retrouver, c'est les tumeurs stromales. Dans les tumeurs stromales également, elles doivent être gradées. Donc, il y a des tumeurs stromales de bas grade et des tumeurs stromales de haut grade qui sont des tumeurs malignes. Donc, ce sont des tumeurs qui vont se développer à partir des cellules conjonctives qu'on appelle des cellules interstitielles de Cajal. Et elles doivent forcément être confirmées par l'immunohistochimie. Donc, lorsqu'on pose le diagnostic de tumeur stromale, il faut forcément demander une étude immunohistochimique pour confirmer ce diagnostic-là. Et l'étude immunohistochimique va révéler une mutation germinale activatrice des gènes KIT et PDGFR. Sur le plan évolutif, dans l'évolution de tout cancer, c'est d'abord une évolution locale qui va intéresser la paroi gastrique, qui va se faire dans le sens intramuqueux, la tumeur. Ceci dans le cas des adénocarcinomes, où la tumeur naît d'abord au niveau de la muqueuse, puis va intéresser la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Bon, les sarcomes sont déjà d'emblée invasifs. Donc, pour une tumeur qui naît au niveau de la muqueuse, donc l'extension va se faire à travers la sous-muqueuse, la musculeuse et enfin la séreuse. Donc, l'extension régionale va se faire à partir des ganglions lymphatiques satellites, le tissu adipeux-péritonéal, les veines épiploïdes ainsi que les organes voisins suivant le siège de la tumeur. Et enfin, l'extension à distance se fera par voie sanguine ou par voie lymphatique. Par voie sanguine, par voie lymphatique, cette extension va se faire en intéressant des groupes ganglionnaires qui sont situés de proche en proche
et qui vont s'étendre jusqu'au ganglion susclaviculaire de Troisier. Donc, ce ganglion susclaviculaire de Troisier a un intérêt en clinique. Donc, c'est un ganglion qui peut être même le mode de révélation d'un cancer sans que la tumeur primitive n'ait été découverte. Donc, lorsqu'on voit un ganglion susclaviculaire de Troisier, il est situé surtout au niveau susclaviculaire gauche. À partir de cette localisation-là, on suspecte une tumeur maligne d'origine digestive. Dans la mise en évidence d'un ganglion susclaviculaire gauche chez un patient, il faut toujours rechercher une tumeur digestive. Donc, ça peut être une tumeur de l'œsophage, ça peut être une tumeur du côlon ou bien une tumeur gastrique. Donc, les métastases également peuvent se faire par voie sanguine et les organes intéressés, c'est le foie, c'est le péritoine, c'est l'ovaire. Dans la tumeur de Krukenberg également, est traduit une métastase d'une tumeur qui est d'origine digestive, d'accord? Et également, d'autres viscères peuvent être intéressés. L'extension peut se faire par voie transpariétale responsable d'une acide. Le pronostic sera évalué selon le degré de différenciation tumorale et également en tenant compte de la classification PTNN. Voilà. Donc, je vais pas je vais pas vous présenter ici la classification PTNN parce que ça relève de la spécialité, mais elle est identique un peu à la classification PTNN au niveau de l'œsophage, où vous allez apprécier l'extension à la paroi, l'atteinte au nom des ganglions et la présence au nom de métastases. Maintenant, dans les adénocarcinomes de l'estomac, surtout dans les adénocarcinomes métastatiques, on va rechercher une expression, c'est l'expression du profil HER2, et les patients qui présentent ce profil HER2 dans les cancers, je dis bien métastatiques, pourront bénéficier d'une thérapie ciblée à base de trastuzumab, ce qui va permettre d'allonger la survie. Donc, les cancers secondaires au niveau de l'estomac sont très rares. Donc, à ma connaissance, je n'en connais pas de cancer qui provient d'un autre tissu qui métastase au niveau de l'estomac. Donc, les cancers secondaires de l'estomac sont très rares. Et ces cancers obéissent en fait à la règle de Virchow qui dit que les organes présentant des tumeurs primitives fréquentes constituent rarement des organes sièges de métastase. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cette première leçon? Vous m'entendez toujours? Oui, professeur. D'accord. Donc, nous allons passer ici à la pathologie du côlon. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui. Voilà, d'accord. Donc, parfait. On passe à la pathologie du côlon. Donc, pour cette leçon, nous allons adopter le plan que voici, un rappel histologique. On va voir les lésions malformatives, les lésions dystrophiques, les lésions inflammatoires et enfin, nous verrons les tumeurs du côlon. Dans le côlon, c'est un segment du tube digestif. Donc, comme tout segment du tube digestif, il va présenter à décrit une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et une séreuse. Dans la muqueuse, elle est constituée de glandes tubulaires simples qu'on appelle encore des glandes de Lieberkühn. Et ces glandes sont constituées de deux types de cellules. Nous avons les entérocytes et les cellules caliciformes.
Donc, la muqueuse est également constituée d'un chorion qui est lâche, qui est riche en tissu lymphoïde et d'une musculaire muqueuse. Donc, vous voyez que la composition des organes du tube digestif sont pratiquement les mêmes dans leur structure, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse, séreuse. Et au niveau de la muqueuse, on a toujours un épithélium qui varie en fonction de l'organe, accompagné par un chorion et une musculaire. Longueur, donc dolichocolon, anomalie de diamètre, qu'on appelle encore ou mégacolon. Donc, dolichocolon, c'est un colon qui est court, hein, d'accord? Mais on va plus s'intéresser ici au mégacolon. Donc, il s'agit de dilatation d'un segment ou bien de la totalité du cadre colique. Nous allons décrire le mégacolon congénital, encore appelé maladie de Hirschsprung. Donc, la maladie de Hirschsprung est encore appelée agangliogénose ou mégacolon congénital. C'est une malformation qui est localisée au niveau de la partie recto-sigmoïdienne. Donc, elle est due à une obstruction fonctionnelle du côlon due à l'incapacité des cellules ganglionnaires à migrer vers la paroi du côlon. Donc, les cellules ganglionnaires qui sont présentes au niveau du côlon, de la paroi colique, elles ont pour rôle d'assurer la motricité, le péristaltisme au niveau du côlon. D'accord? Et la formation de ces cellules ganglionnaires se fait à partir du cécum vers le côlon transverse, le côlon descendant, le côlon sigmoïde. Donc, la formation, la migration de ces cellules ganglionnaires se fait de la droite vers la gauche. Mais dans la maladie de Hirschsprung, à un moment, il y a un arrêt de la migration de ces cellules ganglionnaires, ce qui va donner une zone aganglionnaire qui sera responsable de cette maladie. Donc, au niveau de la zone aganglionnaire, il n'y a pas de cellules ganglionnaires, ce qui fait que la motricité, les mouvements au niveau du côlon, le péristaltisme au niveau du côlon ne peut pas être réalisé. Donc, les aliments qui sont présents, comme sur cette deuxième image. Donc, sur cette deuxième image, qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, dans la première image, les cellules ganglionnaires, elles sont représentées ici en jaune. Donc, ce sont les pointillés jaunes là qui représentent ces cellules ganglionnaires. Et comme je vous l'ai expliqué, ces cellules ganglionnaires vont migrer de la droite vers la gauche. D'accord? Et elles vont intéresser tout le cadre colique. Dans la maladie de Hirschsprung, on a une zone où il y a une absence de cellules ganglionnaires. Donc, la motricité ne se fait pas à ce niveau. De ce fait, les matières fécales qui sont présentes au niveau du côlon ne peuvent plus être évacuées. Donc, ça provoque ici ce qu'on appelle une obstruction fonctionnelle. Parce qu'il n'y a pas de cellules ganglionnaires, donc ces matières fécales-là ne peuvent pas être évacuées vers les zones distales ici. Donc, de ce fait, les matières fécales vont s'accumuler ici en amont, ce qui va donner en amont ce côlon qui est hypertrophié. Donc, ça donne en amont un côlon qui est hypertrophié ici. D'accord? Donc, la maladie de Hirschsprung, c'est une maladie congénitale qui est mise en évidence chez l'enfant dès les premiers jours de vie et qui va se manifester sur le plan clinique par l'absence d'émission de méconium. Et ceci va orienter le clinicien vers cette affection. Donc, vous voyez que la zone aganglionnaire, la zone malade, est une zone qui est plus ou moins rétrécie. Dans la zone que vous voyez ici,
qui semble malade parce qu'elle est hypertrophiée, en fait, c'est la zone qui est située juste au-dessus de la zone aganglionnaire. Et cette hypertrophie est liée au fait que les matières fécales vont s'accumuler à ce niveau et ne pourront pas être évacuées. C'est pour ça qu'on parle de sténose fonctionnelle. Donc, il n'y a pas un véritable obstacle, il n'y a pas de tumeur qui empêche l'évacuation des matières fécales. C'est lié à la présence de cellules d'absence. C'est lié à l'absence de ces cellules ganglionnaires qui vont rendre cette zone distale non fonctionnelle. Donc, la maladie de Hirschsprung va intéresser un enfant sur 5000 naissances et c'est une affection qu'on retrouve surtout chez les hommes. Les causes ont été évoquées, ces causes sont nombreuses, dont des mutations génétiques. La maladie de Hirschsprung est associée également au syndrome de Down. Le syndrome de Down, c'est la trisomie 21. Et d'autres mutations ont été retrouvées, telles que les mutations des gènes EDNRB ou EDN3. Donc, sur le plan macroscopique, si on repart à notre image, hein, où je vous ai dit que ces cellules ganglionnaires étaient formées de la droite vers la gauche. Donc, dans la maladie de Hirschsprung, il y a un arrêt de migration des cellules ganglionnaires. Donc, sur le plan macroscopique, le rectum est forcément toujours touché. D'accord? Donc, dans la maladie de Hirschsprung, on ne peut pas parler de maladie de Hirschsprung sans atteinte du rectum. Parce qu'à un moment de leur traversée, ces cellules ganglionnaires se sont arrêtées et comme elles se forment de la partie droite vers la partie gauche, forcément, ces cellules ganglionnaires n'ont pas migré jusqu'au niveau du rectum. Donc, le rectum est toujours affecté et dans la plupart des cas, l'anomalie s'étend au côlon sigmoïde, mais dans les cas graves, il faut savoir que tout le côlon peut être touché. Et les patients sont classés en deux catégories. Nous avons la maladie de Hirschsprung segment court, ça c'est le plus fréquent, où la ganglionose est limitée à la région recto-sigmoïdienne et nous avons la maladie de Hirschsprung segment long et lorsque vraiment cette aganglionose s'étend au-delà du côlon sigmoïde. Donc, sur le plan macroscopique également, on a un rétrécissement du segment recto-sigmoïdien atteint, tel que vous l'avez vu dans le schéma. Donc, la zone atteinte, elle est rétrécie. Par contre, le côlon proximal, qui est normalement innervé, donc cette partie qui est située au-dessus de la zone atteinte, subit une dilatation progressive et peut être massivement distendue, donnant le mégacolon. D'accord? Donc, dans le mégacolon congénital, la partie qui est dilatée, c'est pas la partie malade, c'est la partie qui est située juste en dessous de la zone dilatée, qui est la zone aganglionnaire. Donc, la dilatation du côlon n'est que réactionnelle au fait qu'il y a une occlusion fonctionnelle qui empêche les matières fécales d'être évacuées au niveau du rectum. Et cette muqueuse qui est dilatée, qui est remplie de matière fécale, sera le siège de congestion, parce que les matières fécales présentent des enzymes qui peuvent altérer les muqueuses. Donc, cette zone va présenter une congestion, sera inflammée, parfois ulcérée au niveau de la zone de dilatation. Et les complications qu'on peut avoir, ce sont des perforations, la pullulation microbienne et le reflux iléal. Donc, le diagnostic microscopique est facile. L'anatomopathologiste va rechercher cette aganglionose. Donc, on va examiner des filets nerveux au niveau de la sous-muqueuse et de la musculeuse et on verra que ces filets nerveux-là sont dépourvus de cellules ganglionnaires. Et c'est ceci qui pose le diagnostic de maladie de Hirschsprung.
Et cette aganglionose au niveau des filets nerveux, cette raréfaction ou disparition des cellules ganglionnaires au niveau des filets nerveux sont associées à une hyperplasie et à une hypertrophie des filets nerveux. Nous allons maintenant parler des lésions dystrophiques. Donc, après les lésions malformatives, nous avons insisté sur la maladie de Hirschsprung. Nous allons parler des lésions dystrophiques. Donc, ces lésions dystrophiques, elles sont en rapport avec des troubles du métabolisme. Il peut s'agir de dystrophie sacro-appendiculaire ou bien de dystrophie colique. Donc, on ne va faire que citer ces lésions dystrophiques. Donc, les lésions inflammatoires du côlon peuvent intéresser plusieurs segments du côlon, hein, ou bien les organes même qui sont accolés au côlon. Dans les boïdes, c'est l'inflammation de la valvule de Bowen. La valvule de Bowen, c'est la valvule qui permet la communication entre l'intestin grêle et le côlon. D'accord? Les appendicites, hein, c'est une urgence médicale. Les appendicites sont très fréquentes en pathologie. Dans l'appendicite va se traduire par une inflammation aiguë ou chronique de l'appendice vermiforme ou bien appendice iléocécal. Dans les causes, c'est l'obstruction de la lumière par un fécalome et plus rarement, il peut s'agir d'un calcul biliaire, d'une tumeur, de verre, tel que l'oxyurose. Il peut s'agir d'une hyperplasie lymphoïde périappendiculaire d'origine virale. Dans la conséquence, c'est que l'obstruction va entraîner une stase du contenu luminal favorisant la prolifération bactérienne. Dans les symptômes, ce sont des affections qu'on retrouve surtout chez l'enfant et l'adolescent entre 10 et 19 ans. Les symptômes, c'est une douleur périombilicale qui va irradier vers le cadran inférieur droit, accompagnée par des nausées, des vomissements, une septicémie. Et si la lésion n'est pas traitée, l'appendicite aiguë peut évoluer vers une nécrose, une perforation, la formation d'abcès local et une péritonite. Ainsi, l'appendicite peut être aiguë ou chronique. Donc, dans l'appendicite aiguë, nous avons une inflammation purulente de la muqueuse appendiculaire qui va s'étendre à la sous-muqueuse ou à la séreuse. Et ceci peut évoluer vers la formation d'abcès ou de plastron appendiculaire. Dans les vaisseaux également sous-séreux seront congestionnés avec une réaction péritonéale, avec également exsudation fibrino-leucocytaire à la périphérie, dont on parle ici de réaction péritonéale. Donc, si le processus se poursuit, les abcès focaux peuvent se former à l'intérieur de la paroi, donnant les appendicites phlegmoneuses. Et on distingue également une autre forme d'appendicite liée à la compression des vaisseaux appendiculaires, pouvant entraîner une ischémie, une ulcération hémorragique et une nécrose. Donc, on parle ici d'appendicite gangréneuse aiguë. Donc, vous voyez que l'appendicite évolue sur plusieurs aspects. Hein. Donc, on peut avoir une appendicite aiguë, appendicite aiguë. Dans les formes évoluées, on peut avoir des appendicites aiguës suppurées ou phlegmoneuses lorsqu'on a des abcès qui vont intéresser toute la paroi avec présence de polynucléaires en grand nombre, ou bien on peut avoir des appendicites gangréneuses qui vont se caractériser par une ischémie. Les lésions d'ischémie sont assez typiques, donc vous avez des vaisseaux qui sont dilatés, qui sont gorgés de sang, une ulcération hémorragique. Dans l'appendicite chronique, quand on parle de chronique, ça veut dire qu'on va retrouver de la sclérose. Donc, on a un infiltrant inflammatoire, certes, mais il est surtout lymphoplasmocytaire. Mais ce qui marque vraiment la chronicité, c'est la présence de la sclérose dans les différents plans de la paroi appendiculaire. Dans les typhlites, ce sont les inflammations du sécom qui peuvent être spécifiques ou non spécifiques. Donc, spécifiques, elles peuvent être liées à la tuberculose sécale, l'actinomycose ou bien une infection par entamoeba histolytique.
Comme lésion inflammatoire, nous allons parler des rectocolites. Quand on parle de rectocolite, ce sont des inflammations qui vont intéresser à la fois le côlon et le rectum. Donc, parmi lesquelles on va distinguer les rectocolites d'étiologie inconnue et les rectocolites d'étiologie connue. Donc, pour les rectocolites d'étiologie inconnue, on va parler un peu de la colite ulcéreuse ou rectocolite ulcéro-hémorragique et de la colite granulomateuse. Donc, pour les autres, on ne fera que citer. Donc, la colite ulcéreuse ou rectocolite ulcéro-hémorragique. Donc, ce sont des lésions inflammatoires idiopathiques. Ça veut dire que ces affections sont de cause inconnue de la muqueuse colique. Donc, elles vont commencer généralement dans le rectum et vont s'étendre au côlon, réalisant ce qu'on appelle une pancolite. Donc, quand on parle de pancolite, ça veut dire que l'ensemble du cadre colique est intéressé. Donc, à ces lésions coliques, il s'associe le plus souvent des atteintes extra-intestinales, faites de polyarthrite, d'une ankylose, du spondyloïde, des uvéites et des lésions cutanées. Sur le plan clinique, elles vont se manifester par des selles qui sont très abondantes, donc une diarrhée hémorragique pouvant aller jusqu'à 4 à 20 selles par jour. Et vous comprenez bien que cet état peut entraîner et va entraîner à la longue une altération de l'état général. Donc, sur le plan macroscopique, la lésion intéresse toujours le rectum et va remonter dans le côlon en partie ou en totalité. Sur le plan macroscopique, les lésions sont faites d'ulcérations. Ces ulcérations vont d'abord apparaître au niveau du rectum, puis le sigmoïde, puis le côlon descendant et la partie terminale de l'iléon. Ces ulcérations sont de taille variable, de forme irrégulière, pouvant être superficielles ou profondes. À ces ulcérations, on va retrouver des pseudopolypes. Les pseudopolypes sont fréquents, on les retrouve le plus souvent en bordure des ulcérations. Et l'infiltrant inflammatoire est essentiellement un infiltrant inflammatoire chronique, mais avec formation de micro-abcès. L'évolution de cette infection va se faire vers une cicatrice fibreuse non sténosante, des perforations, des fistules, mais la colite ulcéreuse est également une lésion précancéreuse pouvant avec un risque de transformation maligne. À côté de la colite ulcéreuse, nous avons la colite granulomateuse qu'on appelle également la maladie de Crohn. Donc, autant la colite ulcéreuse est localisée au niveau du côlon et du rectum, la maladie de Crohn peut intéresser tous les segments du tube digestif, donc depuis l'œsophage, etc., l'estomac, voilà, et le côlon. Donc, la maladie, c'est une maladie inflammatoire chronique idiopathique également, de cause inconnue, pouvant intéresser tout le tube digestif. Donc, quand on parle de maladie de Crohn, c'est la localisation colique de cette maladie. Donc, quand on parle de colite granulomateuse, c'est la localisation colique de la maladie de Crohn. D'accord? C'est une lésion qui peut siéger au niveau de l'iléon terminal, de la valvule iléocécale, du côlon ascendant, du cécum. Ce sont des segments, en fait, du tube colique qui sont le plus souvent atteints. Et le rectum dans cette maladie est toujours respecté. Contrairement à la colite ulcéreuse où on a essentiellement des atteintes colorectales, la maladie de Crohn peut intéresser tout le segment du tube digestif, mais va épargner le rectum. Donc, la colite granulomateuse n'est que la traduction colique de cette maladie de Crohn. Cette maladie de Crohn est difficile quand même à différencier de la colite ulcéreuse parce que ce sont des lésions qui vont se manifester également par des ulcérations fissuraires. On peut retrouver des crevasses transversales qui vont relier ces ulcérations, donnant un aspect de pavage. Et l'œdème et les pertes de plis de la muqueuse sont fréquents.
dont les fissures également peuvent être très profondes et donnant lieu à des fistules. Les sténoses également sont fréquentes. Sur le plan microscopique, dans la maladie de Crohn, on a un infiltrant inflammatoire lymphoplasmocytaire diffus dans toute la paroi de l'intestin et sur toute la longueur du segment atteint. Et dans de rares cas, on peut retrouver un granulome épithéloïde sans nécrose. Dans la présence d'un granulome est typique de cette affection, mais malheureusement, ce granulome est rarement retrouvé. Et c'est la présence de ce granulome qui permet de distinguer cette maladie de Crohn d'une colite ulcéreuse, mais malheureusement, ce granulome-là n'est pas souvent retrouvé. Dans les colites muqueuses, elles sont rencontrées en milieu psychiatrique chez les anxieux. Et en rectoscopie, on va observer une muqueuse congestive hypersécrétante. Dans la colite nécrosante aiguë, c'est une infection qui est grave, c'est une infection qui est rare. Elle est faite d'une nécrose extensive de coagulation d'allure ischémique. Dans les lésions inflammatoires, dont on était en train de parler des lésions inflammatoires rectocolites, dont nous avons parlé des rectocolites d'étiologie inconnue, dans la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, la colite nécrosante, et les rectocolites d'étiologie connue peuvent être dues à des affections parasitaires, bacillaires ou bien à la tuberculose. Donc, nous allons aborder le chapitre concernant les tumeurs du côlon. Dans les tumeurs bénignes, les tumeurs bénignes au niveau du tube digestif, en fait, les tumeurs en général au niveau du tube digestif se présentent sous forme de polypes. Donc, les polypes ne préjugent pas du caractère bénin ou malin. Donc, le polype peut être bénin ou bien peut être malin. D'accord? Dans le polype, on l'a déjà assez défini depuis hier. Dans le polype, sur le plan macroscopique, c'est une formation qui fait saillir dans la lumière. Le polype peut être sessile, pédiculé ou blanc, sa couleur rosée. Il peut être unique ou multiple. Dans les tumeurs bénignes, vont se différencier en tumeurs bénignes épithéliales et tumeurs bénignes conjonctives. Dans les tumeurs bénignes épithéliales, sur le plan microscopique, sont représentées par des adénomes ou polypes adénomateux. Ces adénomes peuvent être de type tubulaire, vileux ou mixte. Donc, quand on parle d'adénome tubulaire, on va retrouver au sein du polype de nombreuses structures glandulaires noyées dans un stroma qui est lâche. Quand on parle d'adénome vileux, la tumeur apparaît rouge à la macroscopie, recouverte de mucus, sessile ou pédiculée, et la tête de la tumeur a une surface lisse ou lobulée, prenant un aspect de fin chevelu de la tumeur. Et sur le plan microscopique, on va retrouver des villosités. Donc, on a nommé les adénomes en fonction de leur structure histologique. Dans l'adénome tubulaire, ce sont des glandes qu'on va voir qui sont noyées dans un stroma lâche. Dans l'adénome vileux, vous avez des villosités. C'est ces villosités-là qui vont donner un aspect de fin chevelu de la tumeur à la microscopie. Et enfin, vous avez l'adénome mixte qui va combiner les structures tubulaires et villeuses. Parmi les adénomes ou bien polypes adénomateux peuvent s'intégrer dans le cadre de syndromes familiales. Donc, ils peuvent être isolés, ces polypes adénomateux peuvent être isolés ou bien s'intégrer dans un cadre de syndrome familial. Donc, on va distinguer la polypose familiale. On parle de polypose lorsqu'on va retrouver plus de 100 polypes au niveau du côlon. Il peut s'agir de syndrome de Gardner. Le syndrome de Gardner va associer des polypes coliques et d'autres tumeurs au niveau de la peau et des os. Il peut s'agir d'armatomes, donnant des polypes armatomateux. Il peut s'agir de syndrome de Peutz-Jeghers
qui vont se caractériser par plusieurs polypes du côlon de type bulleux qui ont la particularité d'avoir des bandes de muscles lisses dans les axes de villosité. Et ce type d'adénome s'associe le plus souvent à une hyperpigmentation de la peau. Il peut s'agir de polypes juvéniles. Les polypes juvéniles vont affecter le côlon et le rectum. Ils sont souvent multiples et ils sont caractérisés par la présence de plusieurs tubules glandulaires, de l'œdème, du stroma et d'une réaction inflammatoire. Donc, il peut s'agir de pseudopolypes et aux hétérotopies ou bien des polypes à éosinophiles ou polypes lymphoïdes. Comme je vous l'avais dit tantôt, l'adénome est déjà une lésion prénéoplasique. Donc, lorsqu'on a un polype adénomateux, il faut rechercher les lésions dysplasiques et les grader. Est-ce qu'il s'agit d'une dysplasie de bas grade? Est-ce qu'il s'agit d'une dysplasie de haut grade? Donc, le polype adénomateux est déjà une lésion dysplasique et ces lésions dysplasiques peuvent évoluer vers l'adénocarcinome du côlon. Quels sont les facteurs maintenant qui influencent le risque de transformation maligne d'un polype? Ces facteurs sont représentés par la taille. Lorsque vous avez un polype adénomateux avec une taille supérieure à 2 cm, il faut surveiller ce polype parce que cette taille-là constitue un facteur de risque de transformation maligne. Le nombre de polypes également. Les polypes uniques dégénèrent très peu. Par contre, lorsqu'on a un nombre de polypes supérieur à 6, on a un risque de transformation maligne qui est quand même élevé. Le degré de dysplasie est également important. On voit que les polypes de haut grade ont tendance à beaucoup plus dégénérer qu'un polype de bas grade. Les types histologiques. Le risque de transformation maligne des adénomes est proportionné à la composante vileuse. Donc, les polypes vileux ont tendance à dégénérer beaucoup plus rapidement que les polypes adénomateux. Et l'adénome plan également. Dans l'adénome plan, la dysplasie sévère survient dans 40% des cas. Dans les tumeurs du côlon, les tumeurs bénignes sont représentées par des adénomes qui sont des tumeurs bénignes épithéliales. On parle de polypes adénomateux, mais les tumeurs également peuvent se développer à partir des éléments du tissu conjonctif, donnant des léomyomes, des lipomes, des tumeurs vasculaires, etc. Maintenant, nous allons aborder les tumeurs malignes. On distingue les tumeurs malignes primitives et les tumeurs malignes secondaires. Les tumeurs malignes primitives sont surtout représentées par l'adénocarcinome colique. Donc, nous allons voir les facteurs de risque de cette affection, les aspects cliniques, les aspects macroscopiques, microscopiques, l'évolution et le pronostic, et nous aborderons les autres tumeurs primitives avant de parler des tumeurs secondaires. Donc, quels sont les facteurs de risque? Ces facteurs de risque ont déjà été évoqués précédemment. C'est les polypes vileux. Les polypes vileux présentent un risque de transformation beaucoup plus élevé que les polypes adénomateux. Alors, les polypes vileux constituent un facteur de risque de transformation maligne. Les adénomes tubuleux avec dysplasie de haut grade présentent un haut risque de transformation maligne par rapport aux adénomes tubuleux avec dysplasie de bas grade. Les facteurs héréditaires et génétiques, la polypose adénomateuse, le syndrome de Leach, présentent des risques de transformation maligne. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales que nous avons citées, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, constituent des facteurs de risque de transformation maligne. Et enfin, nous avons les facteurs alimentaires et métaboliques.
l'excès de protéines, donc l'excès de consommation de viande rouge constitue un facteur de risque d'adénocarcinome colique. Donc, il faut faire très attention avec les débiteries, parce qu'on sait bien que les Sénégalais sont très friands de la dibi. Donc, l'excès de consommation de viande rouge constitue un facteur de risque de développement des adénocarcinomes gastriques. Une alimentation également trop sucrée, trop riche en graisse, le tabagisme, la surconsommation d'alcool constituent des facteurs de risque. Donc, sur le plan clinique, la symptomatologie est variée. Elle sera faite d'un amaigrissement, d'une asthénie, des troubles du transit, à type de constipation, diarrhée, alternance constipation et diarrhée, des hémorragies digestives, à type de rectorragie, à type de méléna, des douleurs abdominales, un syndrome occlusif ou bien une anémie microcytaire. Et sur le plan macroscopique, l'adénocarcinome gastrique va se présenter sous 4 aspects. Nous avons la forme végétante ou bourgeonnante qui fait saillie dans la lumière sous forme de masse exophytique. Nous avons la forme infiltrante. C'est une tumeur qui va retracter la paroi, entraînant une sténose plus ou moins serrée, donnant un aspect qu'on dit en virole. Donc, on a un rétrécissement, une rétraction de la paroi colique au niveau de la zone tumorale, donnant cet aspect en virole. On a des formes ulcéreuses pures et on a également la lignite plastique primitive du rectum. Donc, comme on a la lignite au niveau de l'estomac, au niveau du rectum également, on a la lignite qui va se traduire par un aspect rigidifié de l'épaisseur de la paroi rectale. Donc, sur le plan microscopique, les adénocarcinomes coliques du côté droit et du côté gauche sont similaires. Donc, la plupart des tumeurs sont composées de glandes constituées de hautes cellules cylindriques atypiques et basophiles. Donc, l'adénocarcinome colique présente à décrit plusieurs variantes. On a la forme habituelle qui est constituée de glandes qui sont atypiques, mais il existe plusieurs variantes, donnant l'adénocarcinome colloïde muqueux, l'adénocarcinome à cellules à bague à chaton, l'adénocarcinome adénosquameux, le carcinome médullaire ou bien le carcinome indifférencié. L'évolution va se faire d'abord localement avec extension à profondeur vers les différents plans de la paroi colique. Puis, on peut avoir un essaimage lymphatique qui va intéresser les ganglions épiploïques, les ganglions paracoliques, les ganglions mésentériques. L'extension se fait aussi en sous-péritonéal et aux organes voisins suivant le siège précis de la tumeur. Et la diffusion à distance par voie sanguine ou lymphatique va atteindre surtout le foie, le péritoine ou l'ovaire. Donc, vous voyez ici également, cette métastase ovarienne porte le nom de tumeur de Krukenberg. Donc, quand vous entendez parler de tumeur de Krukenberg, c'est une métastase ovarienne d'un cancer digestif, quelle que soit sa localisation. Les autres métastases au niveau des os, au niveau cutané, sont beaucoup plus rares. L'adénocarcinome colique doit être gradé. On va d'abord apprécier la différenciation sur les mêmes critères qu'on a gradé les adénocarcinomes gastriques. Donc, les tumeurs bien différenciées vont contenir plus de 95% de structures glanduliformes, moyennement différenciées, 50 à 95% des structures glanduliformes, peu différenciées, moins de 50% de structures glanduliformes. Et enfin, nous avons les formes indifférenciées qui nécessitent des marqueurs immunohistochimiques pour voir s'il s'agit d'une tumeur qui est primitive ou bien il s'agit ici d'une métastase.
Le pronostic est également évalué par la classification PTNN qui va apprécier le degré d'infiltration de la tumeur au niveau de la paroi. Cette classification PTNN va également apprécier l'atteinte ou non des ganglions et la présence ou non de métastases. Donc, cette classification PTNN va permettre d'évaluer les stades de Duke. Dans le stade de la classification de Duke sont repartis comme suit par rapport à la classification PTNN. Donc, on va distinguer Duke A jusqu'à Duke D, donc Duke A, B, C, D. Et le Duke A correspond au stade 0 et 1 de la classification PTNN. Bon, c'est une classification qui est plutôt clinique, hein, la classification de Duke, qui n'est pas, c'est une classification clinique qui est plus utilisée par les chirurgiens. Mais en anatomie pathologie, on va utiliser surtout la classification selon le grade, dont la différenciation de la tumeur et la classification PTNN. Dans les autres tumeurs malignes primitives, les tumeurs malignes primitives du côlon sont représentées par l'adénocarcinome colique, qui présente plusieurs variantes. Donc, en dehors de l'adénocarcinome colique, on a d'autres tumeurs malignes primitives, donc le carcinome épidermoïde, des tumeurs endocrines ou bien les tumeurs malignes conjonctives. Les tumeurs secondaires maintenant, les tumeurs malignes secondaires, elles sont rares. Elles sont surtout liées à un envahissement par un cancer du voisinage, d'un cancer qui provient de la vessie ou bien de l'utérus. Donc, les tumeurs du côlon peuvent se présenter sous forme de polypes. Donc, le polype ne préjuge pas de l'étiologie. Il peut s'agir d'un polype bénin ou bien d'un polype malin. Donc, il faut pouvoir reconnaître les points critiques cliniques afin de guider le clinicien. Donc, ça, c'est vraiment important. Le polype de plus de 2 cm oriente vers la malignité. Les polypes dysplasiques orientent vers la malignité, surtout lorsqu'ils sont le siège d'une dysplasie de haut grade. Les polypes vileux également, les polypes qui entrent dans le cadre d'une polypose familiale orientent également, peuvent se transformer en polypes malins. Et les tests moléculaires peuvent diriger le suivi génétique, le pronostic et le choix du traitement. Est-ce que vous avez des questions concernant les 2 leçons que nous venons de voir sur les tumeurs gastriques et sur la pathologie du côlon? Donc, si vous n'avez pas de questions, on va poursuivre avec les enseignements sur la pathologie du foie. Poursuivre avec la pathologie du foie. Donc, on va commencer par l'inflammation, les lésions inflammatoires du foie. Mais nous allons, donc, quand on parle d'hépatite, ce sont des lésions inflammatoires. Hein, donc, mais nous allons nous intéresser surtout aux hépatites virales et surtout celles qui sont liées au virus hépatotrope A, B, C, D et G. Donc, comme objectif, à la fin de cette leçon, vous devez atteindre les objectifs suivants. Donc, citer 4 virus responsables des hépatites virales, décrire 5 lésions élémentaires parenchymateuses du foie, décrire l'aspect histologique habituel de l'hépatite virale aiguë et citer 3 indications du score de Métavir dans les hépatites virales chroniques.
Donc, l'hépatite virale, c'est l'ensemble des lésions inflammatoires et nécrosantes du parenchyme hépatique en rapport avec une infection virale. Donc, l'hépatite virale constitue un problème majeur de santé publique car c'est une lésion qui peut évoluer vers la cirrhose, le cancer du foie et la mort. Dans un petit rappel sur la structure anatomique et histologique du foie, le foie est un organe annexé au tube digestif qui est situé dans l'hypocondre droit, qui déborde un peu sur l'épigastre et l'hypocondre gauche. D'accord? Le foie pèse entre 1400 et 1600 grammes. Et sur le plan histologique, le foie normal est constitué de lobules hépatiques qui sont centrés par une veine centrolobulaire avec un espace porte à chaque sommet. Donc, vous avez représenté ici plusieurs lobules hépatiques. Donc, j'ai délimité un lobule hépatique. Le lobule hépatique, c'est l'unité fonctionnelle du foie. Il est constitué par des hépatocytes qui sont séparés par des capillaires sinusoïdes qui vont converger ici vers la veine centrolobulaire. Et au niveau du sommet de chaque hexagone, nous avons l'espace porte qui est constitué par la veine hépatique, l'artère hépatique et un canalicule biliaire. Donc, vous avez représenté ici l'espace porte avec la veine porte, l'artère hépatique et le canalicule biliaire. Donc, l'hépatite virale est due à plusieurs types de virus. Nous avons les virus exotiques, responsables de la fièvre jaune, de la fièvre Lassa, de la fièvre Ebola. Il peut s'agir de virus banaux, tels que les virus Epstein-Barr ou la cytomégalovirus. Il peut s'agir de virus hépatotropes. Ces virus hépatotropes sont responsables d'hépatite virale commune. Il s'agit du virus de l'hépatite A, B, C, D, E et G. Dans ce tableau, j'ai résumé un peu l'ensemble des virus hépatotropes qui sont responsables des hépatites communes qui existent et leur mode de transmission. Mais il faut savoir que seuls les virus de l'hépatite B, C et D vont évoluer vers la chronicité avec un risque de cirrhose et de survenue du cancer du foie. Dans les lésions élémentaires, ce sont des lésions qui vont intéresser les hépatocytes et le mésenchyme au cours des hépatites. Il peut s'agir de lésions hépatocytaires ou bien de lésions mésenchymateuses. Donc, quand on parle de lésions hépatocytaires, ça veut dire que c'est une lésion qu'on va retrouver au niveau des hépatocytes et également des lésions peuvent être retrouvées au niveau du tissu conjonctif qu'on va retrouver entre les hépatocytes. Donc, les lésions hépatocytaires sont un type de ballonisation cellulaire avec l'hépatocyte qui augmente de volume, qui devient arrondi et le noyau est normal ou altéré. Il peut s'agir également de clarification cellulaire due à la surcharge hydrique de la cellule. On peut retrouver des lésions telles que la nécrose hépatocytaire. Quand on parle de nécrose, c'est une destruction des hépatocytes. Elle est irréversible. Le noyau devient pycnotique. Le cytoplasme est très acidophile et la cellule va diminuer de taille. Maintenant, cette nécrose hépatocytaire, elle peut être focale ou bien elle peut être confluente. Focale, ça veut dire qu'elle va intéresser un ou quelques hépatocytes. Il peut s'agir de nécrose focale unicellulaire, telle qu'on va retrouver dans l'hépatite virale B avec les corps de Consilman, ou bien dans la cirrhose, dans l'hépatite alcoolique avec les corps de Mallory. Donc, ça veut dire que dans la nécrose hépatocytaire unicellulaire, ça touche une seule cellule. D'accord? Par contre, dans les formes paucicellulaires, on a une nécrose qui va intéresser quelques hépatocytes.
Elles peuvent être de siège, périportales ou bien lobulaires. Par contre, on peut avoir des nécroses hépatocytaires qui sont confluentes. Confluentes, ça veut dire qu'elles vont toucher quand même un plus grand nombre d'hépatocytes. Donc, il peut s'agir de nécrose systématisée. Dans la nécrose systématisée, on l'appelle encore nécrose zonale ou nécrose en pont. Ça veut dire qu'elle va intéresser les hépatocytes qui sont situés entre deux espaces portes ou bien deux veines centrolobulaires. D'accord? Donc, où il peut s'agir de nécrose panlobulaire qui va intéresser tout le lobule ou bien de nécrose multilobulaire qui va intéresser des hépatocytes qui sont situés dans des lobes continus. Donc, je vous ai dit que la nécrose, elle pouvait être unicellulaire. Donc, l'exemple qu'on avait donné, c'est les corps de Consilman qu'on va retrouver dans l'hépatite virale B. Donc, voici la cellule ici qui est nécrosée. Donc, unicellulaire, une cellule nécrosée qui apparaît ici éosinophile avec un noyau qui est fragmenté. Les autres lésions hépatocytaires peuvent être représentées par la stéatose, qui est l'accumulation intracytoplasmique de lipides, donc de graisse neutre, qu'on peut mettre en évidence au microscope optique. Il peut s'agir de cholestase. La cholestase peut être intrahépatique ou bien située dans les canalicules biliaires. À côté de ces lésions hépatocytaires, on peut avoir des lésions mésenchymateuses qui vont se traduire surtout par une réaction inflammatoire. C'est une réaction inflammatoire qui est riche en lymphocytes et en histiocytes au contact des hépatocytes altérés. Rarement, on va retrouver des polynucléaires neutrophiles, des polynucléaires éosinophiles et des plasmocytes. Et parfois, on retrouve des follicules lymphoïdes avec centre germinatif. Dans l'infiltrat inflammatoire, qui est essentiellement lymphocytaire et histiocytaire, peut être de siège portal, c'est-à-dire limité à l'espace porte, ou franchissant la lame bordante. La lame bordante, c'est cette lame-là qui entoure l'espace porte et qui va infiltrer les hépatocytes bordant l'espace porte. Ou bien il peut s'agir d'un infiltrat intralobulaire à l'intérieur d'un lobule hépatique. Donc, concernant la fibrose maintenant, la fibrose est rencontrée surtout au cours des hépatites chroniques. D'accord? La fibrose est une inflammation est secondaire en fait à une inflammation du parenchyme hépatique à l'origine de la dégénérescence et de la nécrose hépatocytaire. Donc, c'est la nécrose hépatocytaire qui va favoriser l'installation de la fibrose, surtout lorsque cette nécrose hépatocytaire est importante. Donc, l'inflammation va induire une activation des cellules stellaires qui vont entraîner une fibrose. Dans la fibrose, pour résumer la fibrose, c'est une lésion qui va accompagner la réaction inflammatoire et qui va se traduire par une exagération des fibres conjonctives. Donc, le point de départ de cette fibrose est d'abord portal, puis cette fibrose va s'étendre dans le lobule et former des septa ou des ponts fibreux et au maximum, la fibrose va réaliser une cirrhose qui traduit une destruction de l'architecture par une fibrose mutilante qui va délimiter les nodules. Bon, cette image est un peu floue. Bon, c'est la mise en évidence de la fibrose après coloration trichomique de Masson. Donc, vous avez cet espace bleuté qui correspond à la fibrose qui, au départ, est portale au cours des hépatites, puis va s'étendre dans le lobule hépatocytaire. Donc, vous reconnaissez ici la veine porte. Donc, nous allons d'abord parler des hépatites virales aiguës, puis nous parlerons des hépatites virales chroniques. Donc, les hépatites virales aiguës sont d'évolution favorable et sont exceptionnellement biopsiées.
D'accord? Donc, sur le plan clinique, ils vont se manifester par la fièvre, la fatigue, l'ictère, les nausées et les vomissements. Et sur le plan macroscopique, on a un foie de taille normale, un foie qui peut être hypertrophié, étirant la capsule de glycone en raison de l'inflammation, ou bien on peut avoir un foie qui est rétréci. Donc, le foie peut être normal, atrophique ou bien hypertrophique. Et sur le plan histologique, on a un infiltrat inflammatoire de type lymphohistiocytaire pouvant renfermer des pigments ferreux, surtout au niveau des histocytes. On peut retrouver des nodules inflammatoires dans le parenchyme. Ces nodules sont lymphohistiocytaires, surtout en zone centrolobulaire. Ceci peut être associé à une nécrose hépatocytaire qui peut être focale ou disséminée. Donc ça, ce sont les formes habituelles de l'hépatite virale aiguë. Mais l'hépatite virale aiguë peut présenter des aspects graves. Et l'OMS définit une hépatite virale aiguë dans sa forme grave comme une hépatite qui est mortelle en quelques jours ou quelques semaines. Et ces formes graves surviennent soit d'emblée, soit au cours de l'évolution d'une hépatite qui est apparemment bénigne. Donc, ces formes graves sont représentées par l'hépatite submassive et l'hépatite massive, notamment l'hépatite grave ou suraiguë ou hépatite fulminante. Et ces formes graves peuvent être causées par les virus hépatotropes, virus A, B, E, le virus amaryle, le cytomégalovirus et l'adénovirus sur le sujet immunodéprimé. Donc, sur le plan macroscopique, donc je décris ici l'hépatite fulminante. Donc, sur le plan macroscopique, les aspects ont été décrits au cours d'une autopsie. Le foie va apparaître atrophié, pâle, à capsule fripée, granitée, de consistance molle, de couleur jaune ou foncée ou bigarrée. Et sur le plan microscopique, on retrouve une nécrose hépatocytaire qui est étendue, intéressante à presque totalité du parenchyme. La trame rectiligne située de part et d'autre des sinusoïdes est gorgée d'émacées et d'éléments inflammatoires et il n'y a pas de régénération hépatocytaire. Vous savez que les cellules hépatiques ont cette tendance-là à régénérer lorsqu'elles sont détruites. Mais si on a un grand nombre d'hépatocytes qui sont nécrosés, la régénération hépatocytaire ne peut pas se faire. Donc, la nécrose hépatocytaire étendue est la cause d'une régénération hépatocytaire qui est nulle. Maintenant, on parlera d'hépatite virale chronique. Donc, l'hépatite virale aiguë a sa forme habituelle qui est généralement sans gravité, mais l'hépatite aiguë peut présenter des formes graves. Donc, à côté de l'hépatite virale aiguë, nous avons l'hépatite virale chronique où on a des lésions qui vont persister depuis plus de 6 mois. Quand je parle de lésions, c'est quoi? Le médecin, en fait, est orienté par la perturbation du bilan hépatique dans les transaminases, les gamma-GT, etc. Si on a une augmentation de ces transaminases ou de ces gamma-GT pendant plus de 6 mois, on passe à la chronicité. Et dans ce cas également, on demande de faire une ponction biopsie hépatique. Dans les causes de l'hépatite virale chronique sont des causes virales. Il peut s'agir d'hépatite auto-immune, d'hépatite toxique ou bien de causes médicamenteuses. Donc, les hépatites virales chroniques sont classées en hépatite chronique persistante, en hépatite chronique agressive ou active. Donc, dans l'hépatite chronique persistante, la structure générale du foie est conservée. On a un infiltrat inflammatoire portal diffus de type lymphohistiocytaire avec présence de rares nodules inflammatoires intraparenchymateux. La fibrose est présente parce que quand on parle de chronicité, il y a déjà de la fibrose, mais elle est en début de formation. Donc, elle est de siège portal et elle commence un peu à infiltrer le reste du parenchyme. Donc, en début de formation des septa conjonctifs.
Maintenant, dans l'hépatite chronique agressive, la structure du foie est conservée. On a une infiltration inflammatoire portale abondante de type lymphohistiocytaire. Cet infiltrant inflammatoire déborde de l'espace porte pour grignoter sur le parenchyme avoisinant. Donc, on va parler ici de Pismine necrosis. Ceci est associé à de rares nodules inflammatoires intraparenchymateux. Dans la forme agressive, contrairement à la forme non, à la première forme que nous avons décrite, où on a le tissu fibreux qui reste cantonné un peu à l'espace porte et qui déborde un peu cet espace porte. Dans cette forme agressive, on a des septa conjonctifs intraparenchymateux. Ça veut dire que la fibrose a commencé à infiltrer le parenchyme hépatique. Les hépatocytes vont apparaître à cytoplasme pâle et d'aspect blanchâtre ou luisant. Maintenant, la ponction biopsie hépatique va permettre de différencier le type d'hépatite virale chronique. Il faut savoir qu'avant, on utilisait des critères morphologiques pour différencier l'hépatite persistante de l'hépatite agressive. Donc, c'était sur les caractères morphologiques que j'ai cités précédemment qu'on les identifiait. Maintenant, pour différencier les hépatites chroniques, on va utiliser des systèmes de classification. Donc, la ponction biopsie hépatique va permettre de suivre l'évolution de ces hépatites chroniques en faisant une évaluation semi-quantitative et une évaluation semi-qualitative du tissu. Maintenant, l'évaluation semi-quantitative va permettre d'apprécier l'activité qui est basée sur la présence de nécrose et d'inflammation et également la ponction biopsie hépatique va permettre d'évaluer la fibrose et également de rechercher les signes évocateurs d'une pathologie associée. Il existe plusieurs systèmes de classification. On distingue le score de Knodel, le score de Seul, le score de Métavir, qui vont quantifier le grade de l'activité et le stade de la fibrose. Mais parmi toutes ces classifications, celle qui est le plus utilisée, c'est la classification de Métavir, qui est utilisée au cours des hépatites chroniques, quelle que soit son origine. Donc, sur le compte rendu d'examen anatomopathologique devant un diagnostic d'hépatite chronique, il faut pouvoir grader cette hépatite chronique en précisant l'activité et en précisant également le degré de fibrose. Donc, l'anatomie pathologique ne va plus utiliser le terme d'hépatite persistante ou d'hépatite agressive. Donc, l'anatomie pathologique va poser le diagnostic d'hépatite et va utiliser le score de Métavir pour pouvoir évaluer, pour pouvoir grader ces lésions hépatocytaires. Donc, l'anatomie pathologique va apprécier l'activité et cette activité varie de 0 à 3 en fonction de l'intensité de l'infiltrant inflammatoire au niveau du tissu hépatique. L'anatomie pathologique va également permettre d'évaluer la fibrose et l'évaluation de cette fibrose en fonction de la localisation varie de 0 à 4. Donc, en conclusion, nous dirons que les hépatites virales sont des affections inflammatoires fréquentes dans les régions tropicales. Elles sont dominées par les hépatites virales communes qui sont causées par les virus hépatotropes, dont le virus de l'hépatite A, B, C, D et G. Et les lésions réalisent des tableaux divers d'évolution variable pouvant aboutir à la cirrhose ou au cancer, d'où l'intérêt d'agir par la prévention. La prévention passe par la vaccination contre le virus de l'hépatite B.
Donc, les hépatites virales peuvent évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie, dont nous allons aborder le cours sur la cirrhose. Donc, nous allons voir les cirrhoses du foie. Les objectifs pour cette leçon, c'est définir la cirrhose du foie, décrire les aspects macroscopiques et microscopiques des cirrhoses et décrire les principales formes étiologiques. Donc, la définition de la cirrhose est purement histologique. Elle va associer des altérations morphologiques importantes, donc notamment une atteinte diffuse du foie. Ça veut dire qu'il n'existe pas de parenchyme sain. Donc, au cours de la cirrhose, tout le foie est atteint. Donc, une atteinte diffuse et irréversible. Parce qu'actuellement, il n'existe pas de traitement dont la cirrhose traduit en fait la fibrose au niveau du foie. Et actuellement, il n'y a pas de traitement qui permette d'empêcher cette fibrose. D'accord? Donc, tous les traitements qui existent permettent de ralentir la fibrose et non de traiter cette fibrose. Donc, lorsque la fibrose est déjà installée, l'évolution va se faire de façon inexorable vers la cirrhose du foie. Donc, c'est une atteinte qui est diffuse et irréversible du foie. Et ceci est dû à une fibrose cicatricielle annulaire qui va diviser le foie en nodules hépatocytaires de régénération. Dans les conséquences de la fibrose cicatricielle, lorsque la fibrose s'installe, donc comme je vous ai dit, la fibrose, elle est d'abord à point de départ portal. Puis les septa fibreux vont diffuser sur l'ensemble du parenchyme. Et à la fin, cette fibrose va réorganiser le parenchyme hépatique. Donc, les conséquences de la fibrose, c'est déjà la désorganisation de l'architecture lobulaire du foie, ce qui va entraîner une perturbation des fonctions du foie, donc une perturbation de la circulation hépatique, à la fois sanguine et biliaire. Donc, 75% des cirrhoses en France sont d'origine alcoolique et au Sénégal, c'est la cause virale due au virus de l'hépatite B qui va dominer le tableau, donc virus de l'hépatite B ou virus de l'hépatite C. Mais il faut dire également que la cirrhose n'est pas seulement due à des virus. Il existe d'autres étiologies des cirrhoses. Les cirrhoses carentielles, les cirrhoses dans la maladie de Wilson. La maladie de Wilson, c'est une surcharge des hépatocytes en cuivre. On a vu également que l'accumulation de fer au cours de l'hémochromatose peut entraîner une nécrose hépatocytaire pouvant être à l'origine d'une fibrose. Donc, le facteur qui déclenche vraiment la survenue de la fibrose, c'est la nécrose hépatocytaire. Dans le diagnostic, puisque le diagnostic est histologique, la cirrhose du foie, ce diagnostic va être posé sur ponction biopsie hépatique. Cette ponction biopsie hépatique peut se faire par voie percutanée ou bien transjugulaire. Elle peut également être faite par biopsie chirurgicale ou bien au cours d'une autopsie. Les prélèvements seront fixés dans du formol à 10% et on va utiliser des colorations, notamment la coloration standard à l'hématoxyline éosine, qui va permettre de voir l'architecture du tissu. Maintenant, si on veut bien apprécier le degré de cirrhose, on va utiliser des colorations spéciales telles que le trichrome de Masson ou bien le rouge Cyrus. Donc, sur le plan macroscopique, les lésions de cirrhose sont diffuses à toute la glande. Ça veut dire qu'il n'existe pas de parenchyme sain. Maintenant, le volume de foie est de taille variable. Le foie peut conserver son volume normal. Il peut être hypertrophique, il peut être atrophique ou bien il peut être atropho-hypertrophique. Donc, fait de zones atrophiques et de zones hypertrophiques. Donc, la surface du foie est irrégulière
elle est due à la présence de plusieurs nodules cirrhotiques et en fonction de la taille des nodules, on va distinguer un aspect granité ou grain de mil lorsque les nodules ont moins de 3 mm de diamètre. On parle de cirrhose micronodulaire lorsque les nodules mesurent 3 mm. On parle de cirrhose macronodulaire lorsque les nodules mesurent de 3 à 2 cm, ou bien on peut avoir des aspects de nodules géants lorsque ces nodules mesurent 2 à 6 cm. Je pense que ces notions-là, vous les connaissez même mieux que moi, tellement on en a parlé l'année dernière lors des séances de TP. Donc, vous avez ici le foie cirrhotique. Vous voyez une atteinte, on reconnaît bien le foie avec ses deux lobes, le lobe droit, le lobe gauche, séparés ici par le ligament falciforme. D'accord? Donc, on voit que le foie, normalement, a une surface lisse. Et ici, qu'est-ce qu'on aperçoit? On voit des nodules de taille variable qui tapissent la surface du foie. Donc, ces nodules sont de taille variable. Donc, en fonction de la taille des nodules, on va dire s'il s'agit d'un aspect granité, d'une cirrhose micronodulaire, macronodulaire ou mixte. D'accord? Maintenant, par rapport au poids, il faudra peser. Les cirrhoses peuvent être atrophiques, hypertrophiques ou bien de volume normal. Donc, en dehors des nodules, de l'atteinte diffuse, donc vous avez la consistance du foie qui est dure avec un bord inférieur tranchant, la capsule de Glisson qui est épaissie et la section au couteau du foie est difficile à cause de la fibrose et la couleur peut être rousse, beige, verdâtre ou blanc jaunâtre. Donc, sur le plan microscopique, les nodules qu'on voit au cours de la cirrhose sont liés à la fibrose. Et la fibrose est secondaire à la nécrose hépatocytaire. Cette fibrose est diffuse à toute la glande. Il s'agit ici, dans les cirrhoses du foie, il s'agit de sclérose jeune avec présence de septa fibreux qui vont diviser le tissu hépatique en plusieurs nodules de taille variable. Et cette sclérose peut être ponctuée d'infiltrants inflammatoires diffus ou nodulaires et de néocanalicules biliaires. C'est pour ça qu'on parle de cirrhose jeune. Le deuxième élément, c'est les nodules de régénération, parce que cette fibrose va désorganiser l'architecture lobulaire du foie, entourer des parenchymes, des segments de parenchyme hépatique constituant des nodules de régénération. Dans la régénération hépatocytaire est un processus qui est réactionnel à la nécrose. Et la destruction des fibres de réticuline ne permet plus aux hépatocytes de reconstituer les travées orientées vers les veines centrolobulaires. De ce fait, ces travées seront donc disposées en tous sens, réalisant des nodules séparés des veines centrolobulaires et de l'espace porte par la fibrose. Donc, vous avez sur cette image des lobules hépatocytaires normaux qui ont une forme hexagonale avec les travées d'hépatocytes qui sont là, qui convergent vers la veine centrolobulaire. Donc, ici, on a représenté plusieurs lobules hépatiques. Donc, au cours de la cirrhose, on a déjà une réorganisation du parenchyme hépatique avec cette fibrose qui va délimiter ici des lobules qu'on va appeler des nodules de régénération. Bon, les lésions associées peuvent être mises en évidence par l'examen anatomopathologique, l'examen microscopique. Donc, la sclérose va entraîner une perturbation des fonctions du foie, une perturbation de la circulation sanguine, une perturbation de la circulation biliaire avec une accumulation de substances qui passent au niveau du foie et qui sont destinées à d'autres organes. Donc, on peut avoir une stéatose qui peut être fortuite ou très importante, macroverculaire dans les cirrhoses nutritionnelles. On peut avoir une surcharge biliaire par distorsion des voies hépatiques liées à la fibrose. On peut avoir une surcharge ferrique évidente en cas d'hémochromatose et elle peut exister dans les cirrhoses alcooliques. Et cette surcharge périphérique peut aboutir, peut aboutir à la nécrose.
Donc, les étiologies des cirrhoses sont très nombreuses, hein. Je vous ai dit qu'elles sont dominées par la cirrhose alcoolique en France, par la cirrhose post-hépatique dans notre contexte. Dans les étiologies, la cirrhose alcoolique est encore appelée cirrhose portale ou cirrhose de Laennec. Le foie va apparaître hypertrophique ou atrophique, micronodulaire, avec présence de corps de Mallory. Dans la cirrhose post-hépatitique due au virus de l'hépatite B, le foie est plutôt atrophique avec des micro- ou macronodules et on va retrouver des corps de Conselman. Les étiologies également sont représentées par la cirrhose biliaire primitive ou secondaire, les cirrhoses parasitaires au cours de la bilharziose et enfin les cirrhoses des hémochromatoses. Donc, sur cette diapositive, on a résumé un peu les différentes étiologies des cirrhoses qui sont dominées par l'alcoolisme et les virus de l'hépatite communes, notamment B, C et delta. Mais bon, il existe d'autres étiologies pouvant être à l'origine de cirrhose. Donc, la cirrhose est une affection qui est chronique, qui est grave, qui complique la plupart des inflammations chroniques du foie. Et du fait de leur caractère irréversible, l'accent doit être mis sur la prévention. Cette prévention passe par une meilleure prise en charge de toutes les lésions inflammatoires et métaboliques du foie et la vaccination. Donc là, on va faire une courte pause et on reprend à 18 heures. On reprend à 17 heures. Il est 16h44. On fait une courte pause et on reprend à 17 heures. Merci.